En Centrafrique, des chefs de 8 groupes armés se sont engagés à relâcher des milliers d'enfants soldats, un engagement qui intervient en pleine résolution politique de la crise qui déchire ce pays. À Conakry, de nouveaux affrontements ont éclaté lundi entre manifestants et forces de l'ordre. Ces violences s'inscrivent toujours dans le cadre de protestations contre le calendrier électoral. Et puis au Burundi, la Cour constitutionnelle a validé ce mardi la candidature controversée du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat alors que le gouvernement tentait de désamorcer la crise. À l'instant, les principaux titres à développer dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. En Centrafrique, des chefs de 8 groupes armés se sont engagés non seulement à relâcher plusieurs milliers d'enfants soldats, mais aussi à cesser leur recrutement. C'était lors d'une cérémonie publique à Bangui ce mardi, un engagement qui intervient en pleine résolution politique de la crise qui sévit dans ce pays. Les détails. L'accord a été signé en marge du forum de Bangui. Une rencontre qui réunit près de 600 participants durant une semaine pour la réconciliation nationale et discuter de l'avenir du pays. Parmi les signataires figurent des représentants des 2 protagonistes de la crise qui a secoué le pays entre 2013 et 2014, 3 factions de l'ex-rébellion Séléka et les milices anti-Balaka. De 6 000 à 10 000 enfants seraient intégrés dans les différents groupes armés et rébellions qui sévissent depuis des années en Centrafrique. Ce chiffre inclut les combattants, mais aussi ceux qui sont abusés d'une autre façon à des fins sexuelles, mais aussi des cuisiniers et des messagers. Aucun calendrier n'a été fixé pour la libération des enfants concernés, mais cela est un point de départ, s'est réjoui l'UNICEF à Genève. Au fil d'une histoire marquée par les troubles, les rébellions et les coups d'État, de nombreux groupes armés parfois divisés en factions rivales se sont formés dans le pays où ils créent leur propre fief. Une quinzaine de ces mouvements sévissent encore aujourd'hui en République centrafricaine. En Guinée, de nouveaux affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre hier lundi à Conakry. Les violences qui ont fait plusieurs blessés s'inscrivent une fois encore dans le cadre des protestations contre le calendrier électoral. Reportage. De nouvelles échauffourées ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre à Conakry. La manifestation organisée par l'opposition visait une fois encore à protester contre le calendrier électoral en Guinée. En effet, l'opposition revendique la révision du calendrier, créant des fraudes électorales de la part du pouvoir en place. Une revendication que rejette catégoriquement le président Alpha Condé. L'opposition a par ailleurs dénoncé un déploiement de policiers et de gendarmes venus cerner les domiciles de plusieurs de ses responsables. Je ne pense pas que les gens aient le droit de venir barricader ma maison et de s'installer devant. Nous avons constaté cela. Nous cherchons à trouver des alternatives à cette nouvelle situation qu'on vient de créer. Précisons que les affrontements en question ont fait une vingtaine de blessés, dont une dizaine par balle. Rappelons qu'après une journée ville morte à Conakry début avril, puis des manifestations non autorisées avec plusieurs morts et au moins une vingtaine de blessés, l'opposition guinéenne cherche depuis le 23 avril dernier à étendre sa contestation sur l'ensemble du territoire national. En bref, à présent, au Burundi, la Cour constitutionnelle a validé ce mardi la candidature controversée à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Une décision qui est tombée pendant que le gouvernement tentait de désamorcer la crise en proposant la libération des manifestants arrêtés. Les 2 annonces ont été accueillies avec résignation, mais dans le calme à Bujumbura où des manifestations ont repris sans heurts ce mardi. Il faut dire que la validation de la candidature du chef de l'État burundais était sans surprise puisque les opposants à un 3e mandat jugeaient la partie perdue d'avance avec une cour constitutionnelle acquise au président sortant. Rappelons que le vice-président de la cour constitutionnelle, Sylvain Nimpagariche, a fui le Burundi depuis hier lundi pour ne pas céder aux pressions qui pèseraient sur lui et sa famille. Restons au Burundi où le gouvernement se dit prêt à libérer les manifestants arrêtés et rouvrir les radios fermées si les manifestations cessent dans le pays. Les détails.
Le premier vice-président burundais a véhiculé le message du gouvernement alors que s'ouvrait une réunion de 2 jours avec l'opposition, la société civile et les représentants des confessions religieuses. Mais en revanche, le gouvernement exige l'arrêt immédiat dans tous les quartiers de la capitale et dans tout le pays des manifestations et du mouvement d'insurrection. Une première fois élu par le Parlement en 2005 et une deuxième fois au suffrage universel direct en 2010, Pierre Nkurunziza a été désigné le 25 avril par son parti comme son candidat à la présidentielle du 26 juin. Désignation qui a déclenché dès le lendemain des manifestations d'opposants à un 3e mandat. Le camp Nkurunziza ne cesse, lui, de répéter que sa nouvelle candidature est parfaitement constitutionnelle et que la Constitution prévaut sur l'accord d'Arusha. La Cour constitutionnelle, jugée inféodée au pouvoir par les anti-3e mandat, lui a donné raison ce mardi. L'ancien président américain Bill Clinton a visité le Libéria où l'épidémie d'Ebola a tué environ 4500 personnes. Il a affirmé que le seul moyen d'empêcher la répétition d'une telle catastrophe passe par une meilleure formation du personnel de santé. Suivons un extrait de sa déclaration aux côtés de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Venir en aide comme une équipe, comme un pays, comme une nation, un peuple, une région, des partenaires pour être en mesure de résoudre Ebola. Comment pouvons-nous aller de l'avant? Comment pouvons-nous bâtir un système de santé qui aura des soins de qualité pour assurer qu'il n'y aura pas de récidive et que nous pouvons partager nos expériences avec nos voisins pour faire en sorte qu'ils aient eux aussi 0 cas. Nous restons tous à 0 et commençons à construire nos systèmes. Get to zero, we all stay to zero, and we start to build our system. We're here, first of all, to say we're just 5 days away from being able to. Nous sommes ici pour dire que nous sommes à 5 jours seulement de pouvoir célébrer, en théorie, un retour à une vie normale au Libéria. J'ai donc 2 choses à dire. Tout d'abord, vous devez être pratique. Ce que je veux dire est que les citoyens de ce pays puissent s'embrasser et ne pas avoir peur de ceux qui sont passés par cette terrible épreuve et qui ont survécu. Partout dans le monde, les gens vont être vulnérables aux épidémies, ainsi jusqu'à ce que nous ayons un personnel de santé qui cherche à identifier les problèmes et les arrêter très tôt dans les zones rurales éloignées et dans les petites villes. On se ment à nous-mêmes si nous pensons que nous ne pouvons racheter la perte que les Libériens ont souffert par tout simplement remercier ceux qui ont courageusement été présents à travers cette crise. La seule façon de racheter la perte est de faire en sorte que ça ne se reproduise pas et c'est en construisant un réel système de santé. Nous sommes au Togo à présent où le président Faure Gnassingbé a prêté serment hier lundi. Il entame ainsi un 3e quinquennat à la tête du pays après sa réélection à l'issue de l'élection du 25 avril dernier avec 58,77% des suffrages contre 35,19% pour son principal adversaire Jean-Pierre Fabre. Voici les images. La main droite levée et devant les membres de la Cour constitutionnelle réunis en audience solennelle, le président réélu du Togo prête serment dans une salle des fêtes non loin du palais présidentiel togolais. C'était en présence des ministres, députés et cadres de l'Union pour la République, sans oublier les diplomates accrédités au Togo. Nous, Faure Sozomna Gnassingbé, élu président de la République, conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple togolais s'est librement donnée, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire en tout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. C'est donc parti pour le 3e quinquennat de Faure Gnassingbé. Un quinquennat qui s'annonce encore tendu avec l'opposition. Seul le candidat Komandega Tama, arrivé en 4e position avec 1,03% des suffrages exprimés, était présent à la présente cérémonie.
Épargné par les violences islamistes qui touchent son voisin camerounais, le Congo a décidé d'interdire aux musulmanes de porter le voile intégral dans les lieux publics. Cette mesure vise à prévenir tout acte de terrorisme dans le pays, une décision qui semble bien acceptée parmi la minorité musulmane. Les femmes musulmanes ne peuvent désormais mettre leur voile intégral qu'à la maison, dans les lieux de culte, mais pas dans les milieux publics. C'est la décision des autorités congolaises pour prévenir tout acte terroriste. Contrairement à son voisin, le Cameroun, durement frappé par le groupe islamiste nigérian Boko Haram, le Congo n'a pas enregistré pour l'heure d'attaque de ce genre sur son territoire. La mesure est appréciée à sa juste valeur. Le gouvernement peut réfléchir, il peut interdire certaines choses pour la sécurité du pays. Par rapport à ce qui est en train de passer dans d'autres pays. Si le gouvernement interdit cela, bon, ils doivent avoir leur raison. Bon, peut-être c'est pour l'insécurité qui est dans la sous-région, les Boko Haram, tout ça. Bon, ils ont raison sur certains points. Mais s'ils veulent commencer à... Vous savez, quand on prend une décision, la décision parfois, elle est prise par l'autorité, mais ceux qui appliquent cette décision l'appliquent mal. C'est là où le bas blesse. Poto est le plus musulman quartier de Brazzaville. Depuis l'interdiction du voile intégral, aucun mouvement de contestation n'y a été enregistré. Plus encore, le Conseil supérieur islamique du Congo s'est lancé dans une campagne d'information et de sensibilisation auprès des musulmans. Le camouflage total du visage, où on regarde rien que les yeux. Alors là, au moins, avec le gouvernement, nous sommes accordés pour les questions de sécurité. Les questions de sécurité parce qu'il y a eu déjà quand même des témoignages qui ont montré comment les non-musulmans se cachaient à travers ces voiles intégrales pour commettre des actes qui ne sont pas autorisés au niveau du pays. Selon le Conseil supérieur islamique, le Congo compte quelques 800 000 fidèles musulmans, dont 90% viennent des pays ouest africains et du monde arabe et 10% de Congolais. Le Liban redécouvre cette année un drame enfoui dans sa mémoire depuis un siècle. Une famine qui, favorisée par un double blocus en pleine Première Guerre mondiale et une invasion de sauterelles, a décimé un tiers de sa population. Reportage. Entre 150 000 et 200 000 personnes ont péri de malnutrition entre 1915 et 1918 selon les estimations. Les survivants sont morts, mais des archives récemment exhumées font revivre ce drame qui a poussé hommes, femmes et enfants à mourir au bord des routes ou à se nourrir d'écorces d'arbres. Mourir de faim n'est pas héroïque. C'est pas mourir les armes à la main en défendant son village ou dans les tranchées. Je sais qu'il y a des gens qui sont morts de faim. Des femmes qui ont vendu leurs attraits et qui ont cédé à des hommes pour une bouchée de pain. Il y a des gens qui ont vendu leur terrain pour une orange. La famine a d'ailleurs été la cause indirecte de l'agrandissement du Liban, avec le rattachement de régions agricoles comme la Bekaa pour assurer la viabilité de la jeune République. Mon grand-père était quelque part un héros, peut-être sans le savoir, mais le fait qu'il ait pris ces photos et qu'il ait fait cette collection, surtout qui était quand même très dangereuse à l'époque. Ces photos sont vraiment un trésor culturel et historique, dans le sens où elles constituent probablement, à mon sens, la plus grande collection de photos qui relèvent de la famine au Liban, au Mont-Liban de 1915 et 1918. Officiellement, la tragédie est tombée dans l'oubli, car ayant touché les chrétiens plus que les musulmans, elle ne pouvait être un élément fédérateur de la jeune République. Seuls 2 paragraphes lui sont consacrés dans les livres scolaires et aucune commémoration pour la marquer n'a été prévue depuis. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retenez que l'information se poursuit sur notre site internet www.sikatv.info.